Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouveau 5 histoires mystérieuses. J'aurais pu renommer cette vidéo la vidéo de la frustration parce que je vais vous présenter des histoires qui sont avec pas mal de faits, avec des choses qui vont nous permettre d'établir des théories, mais c'est tout ce qu'on va avoir. On va pas avoir de résolution à la fin et c'est frustrant. Comme pour les threads Reddit où une personne vit quelque chose qui la traumatise, mais ça en reste là, on sait pas ce qui se passe à la fin. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est cogiter derrière en se disant ouais c'est peut-être ça qui s'est passé ou ça. Là c'est le même principe. La seule chose qu'on pourra faire après la vidéo, ou après chacune des histoires, c'est se dire il y a une probabilité que le tueur de cette personne ce soit celle-ci, il y a une probabilité que dans ces événements il se passe ça, mais on n'en aura jamais la vraie raison. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me soutenir, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos en activant également la petite cloche des notifications. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est là-bas que j'annonce les futures vidéos, que je prends votre avis pour différents projets. Si vous voulez me suivre, ça s'affiche juste ici ou alors le lien est dans la description. Je poste également pas mal de photos de mon petit chat qui est trop mignon. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des histoires sur lesquelles vous voulez que je revienne peut-être plus en détail. Notamment si vous souhaitez qu'on revienne plus sur les faits d'une histoire mystérieuse, qu'on aborde ensemble quelles sont les théories qui sont évoquées par rapport à certaines histoires. N'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera avec grand plaisir que je vais voir tout ça. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de chacune des histoires. Si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans ces 5 histoires mystérieuses. Nous sommes le 15 janvier 1947. Une découverte macabre est réalisée à côté de Norton Avenue, à Los Angeles. Le corps d'une jeune femme âgée de 22 ans, Elizabeth Short, est retrouvé dans un état horrible. Son corps a été coupé en deux. Sa peau est très pâle et il semblerait que tout le sang de son corps ait été prélevé. Le corps est tellement dans un état lamentable que, dans un premier temps, quand on le découvre, on ne pense pas avoir fait une découverte macabre. On pense qu'un mannequin utilisé dans le milieu du prêt-à-porter a été jeté ici, mais rapidement, on se rend compte que non, ce n'est pas un mannequin, c'est bien un être humain à qui on a ôté la vie. Sur le visage de feu Elizabeth Short se trouve une coupure allant de ses lèvres jusqu'à ses oreilles. La personne qui l'a massacrée lui a laissé le sourire de l'ange. Elle a été découpée avec une précision chirurgicale. Une rapide analyse de la scène de crime montre qu'il n'y a aucune trace de sang à côté du corps, ce qui laisse supposer qu'Elizabeth Short n'a pas été assassinée là où elle a été trouvée, mais que son corps a été déplacé. Mais qui était cette victime? Elizabeth, fille de l'entrepreneur Cleo Short, ruinée suite à la Grande Dépression, a toujours eu de grandes ambitions. Son objectif était simple: devenir actrice. Ne trouvant pas le succès auquel elle aspire, elle obtient d'abord quelques emplois de serveuse pour pouvoir couvrir ses besoins, et au cours de sa jeune vie, elle a rencontré plusieurs hommes. D'abord un pilote, Matthew Michael Gordon Jr., qui lui promet de l'épouser à son retour, mais il décède malheureusement en Inde, l'empêchant ainsi de tenir sa promesse. Elizabeth bouge de ville en ville, elle obtient toujours un emploi de serveuse, elle est parfois arrêtée alors qu'elle était mineure pour consommation illégale d'alcool. Elle n'a jamais de logement stable, elle vit toujours en pension, dans des hôtels ou dans des colocations, et à un moment donné elle décide de partir à Hollywood pour se donner toutes les chances d'avoir ce qu'elle désire le plus, une carrière d'actrice, et quoi de mieux que la ville des stars, la ville du cinéma, pour y arriver. Son ambition a été interrompue suite à la découverte ensuite, le 15 janvier 1947, de son cadavre. La police s'est donc attelée à retrouver le meurtrier de celle qu'on appelle maintenant le Dahlia Noir. 9 jours après la découverte du corps, la police a reçu une enveloppe contenant une lettre qui avait été rédigée non pas à la main, mais avec des lettres piochées dans certains magazines, pour ne pas que l'écriture soit identifiable. Cette lettre indiquait que l'enveloppe contenait des effets personnels appartenant à Elizabeth Short. Et effectivement, dans cette enveloppe ont été retrouvées la carte de sécurité sociale de la victime, son certificat de naissance, un carnet d'adresses avec des pages manquantes, avec sur la couverture le nom de Mark Hansen, et quelques photos. Il n'y avait aucune empreinte sur chacun des objets, mais ce qui a été remarqué, c'est qu'un produit avait été utilisé pour effacer les fameuses empreintes qu'il y aurait pu y avoir. Le 14 mars, une note a été retrouvée dans une chaussure, à côté d'une pile de vêtements, sur Breeze Avenue à Los Angeles. Sur la note, il y avait marqué « À qui de droit ?
J'ai attendu que la police me capture pour le meurtre du Dahlia noir. Mais je ne peux plus. Je suis trop lâche pour me rendre. C'est la meilleure solution pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis désolé, Marie. Suite à cela, les vêtements ont été analysés, mais malheureusement, ça ne permettait d'avoir aucun indice sur qui en était le propriétaire. Il y a eu beaucoup de suspects vis-à-vis de cette affaire, dont une cinquantaine, qui n'étaient pas juste suspects, qui se sont déclarés comme étant le meurtrier d'Elizabeth Short. Aucune n'a pu être reconnue coupable et on peut supposer que beaucoup de personnes ont revendiqué justement ce meurtre pour accéder à la célébrité. L'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque et être reconnu comme l'instigateur de cette affaire, comme le meurtrier, serait évidemment, malencontreusement, accentuer la notoriété du meurtrier. On suppose que le meurtrier aurait pu être un médecin, au vu de la précision chirurgicale des entailles réalisées sur le corps de la victime, ou alors on suppose que c'est un petit ami d'Elizabeth Short qui aurait fait le coup, mais à chaque fois, aucune preuve ne permettant d'aller plus loin dans ces pistes n'ont été retrouvées. On attribue également ce meurtre à d'autres tueurs en série qui étaient actifs à d'autres endroits, notamment le boucher de Cleveland, mais à chaque fois, ces suppositions restaient telles quelles, des suppositions. Ce meurtre est encore un meurtre non résolu, et personne ne sait encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé vis-à-vis du meurtre du Dahlia noir, ou alors, qui en est à l'origine. Le 29 septembre 1982, 7 personnes dans la région de Chicago ont consommé un médicament, le Tylenol, un médicament utile pour alléger des maux de tête. Mais étrangement, toutes ces personnes, après avoir ingéré le dit médicament, se sont effondrés et ont perdu la vie. Ces victimes étaient Mary Kellerman, âgée de 12 ans, Mary Rayner, âgée de 27 ans, Mary McFarland, 31 ans, Paula Prince, 35 ans, Adam Janus, 27 ans, Stanley Janus, âgé de 25 ans, Teresa Janus, âgée de 19 ans. Il se trouve qu'Adam Janus était hospitalisé et qu'il a pris un Tylenol et est décédé peu de temps après. Sa famille est venue pour le pleurer. Stanley et sa femme Teresa ont pris le même médicament pour alléger des maux de tête et ils sont décédés peu de temps après. Il y a donc eu 3 décès dans la même famille, le même jour. Et c'est ce point-là qui a permis aux enquêteurs de relier certains points et de faire la connexion entre toutes les morts et le fameux médicament. Un des médicaments appartenant à l'une des victimes a été envoyé à un expert en médecine pour être analysé. Déjà, sur la fiole, il y avait un numéro commun à toutes les autres fioles. MC 2880. L'expert a également senti le fameux médicament et une odeur lui est venue dans les narines. Une odeur plutôt anormale. L'odeur d'amande. Il y a un autre produit, étant connu pour avoir une odeur d'amande, c'est le cyanure. Et le cyanure, s'il est consommé en grande quantité, peut provoquer des convulsions, une insuffisance respiratoire, une crise cardiaque, donc vous l'avez compris, sa consommation peut entraîner la mort. Une théorie vient donc en tête des enquêteurs, et si quelqu'un avait remplacé ce médicament qui était censé alléger les maux de tête par du cyanure? Des tests sanguins ont été réalisés sur les différentes victimes, et il se trouve que chacune d'entre elles avait consommé de 100 à 1000 fois la quantité mortelle de produit. Naturellement, l'entreprise responsable de la production de ces médicaments a été interrogée et tous les médicaments Tylenol ont été rappelés pour éviter que d'autres morts ne surviennent. C'est 31 millions de bouteilles de Tylenol qui ont été rappelées. Mais une question demeure. Qui est ou qui sont les auteurs de cette transformation du médicament? Personne ne le sait. C'est pour cela qu'une récompense de 100 000 $ a été proposée à quiconque pourrait donner des informations sur le ou les responsables de ces meurtres indirects. Bien qu'une récompense alléchante soit proposée, personne ne sait dire qui est responsable de ces assassinats au cyanure. Il y a eu quelques imitateurs aux États-Unis, bien après l'incident initial, mais l'auteur original de ces meurtres, lui, n'a jamais été retrouvé. Le 26 janvier 2013, une jeune étudiante canadienne du nom d'Elisa Lam est en voyage aux États-Unis pour faire du tourisme. Elle s'enregistre au Cecil Hotel pour y passer quelques nuits, le temps de passer ses activités touristiques avant de reprendre la route pour chez elle.
Elle était en contact permanent avec ses parents, elle les tenait informés de ce qu'elle visitait, de sa vie pour les rassurer, mais le jour où Elisa Lam est censée faire son check-out pour quitter l'hôtel, elle ne se présente pas. Les parents n'ont également plus de nouvelles de leur fille et inquiets, ils décident donc d'appeler la police sur place. La police se met donc à la recherche de la jeune femme. Dans un premier temps, dans la ville de Los Angeles, ils pensent d'abord que peut-être quelque chose de grave lui est arrivé à l'extérieur, mais ils ne pensent pas directement à rechercher dans l'hôtel. Il n'y a aucune trace d'elle. Et c'est des jours plus tard, le 19 février, suite à des plaintes venant des différents clients de l'hôtel concernant l'eau, que là on va s'intéresser à quelque chose se trouvant sur le toit. Les clients se plaignaient que l'eau avait une pression anormalement basse, qu'elle ressortait parfois même des robinets de couleur noire, et avec un goût bizarre et une odeur très particulière. Immédiatement, on investigue donc concernant ce qui fournit l'eau, c'est-à-dire le château d'eau sur le toit du Cecil Hotel. Le service de maintenance ouvre donc le château d'eau sur le toit, et ce service découvre avec horreur le corps nu de la jeune femme qui avait disparu. Ses vêtements se trouvent juste à côté d'elle, flottant dans l'eau. La police est contactée, et maintenant la question demeure. Qu'est-il arrivé à Elisa Lam? Comment s'est-elle retrouvée dans ce château d'eau? Est-elle tombée accidentellement elle-même? Ou alors est-ce que quelqu'un a jeté son corps ici? On s'est donc intéressé un petit peu plus à la victime. Il se trouve qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire et dépressive. En plus de ça, elle voyageait avec d'autres personnes, elle se trouvait dans des chambres avec d'autres clients, et elle a dû être déplacée dans une chambre seule parce que ces fameux clients s'étaient plaints de son comportement étrange qui était assez dérangeant. Ce comportement bizarre, on peut en avoir une image, car effectivement il existe un enregistrement, le dernier enregistrement où on voit Elisa Lam en vie, un enregistrement très connu, où on la voit dans un ascenseur, ayant un comportement plutôt normal, mais d'un coup s'agiter, comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. À la fin de l'enregistrement, on la voit quitter l'ascenseur, pour ne plus jamais être revue. On a l'impression qu'elle parle à quelqu'un qui se trouve hors champ de la caméra de l'ascenseur. Mais qui? Ça, on n'a jamais réussi à l'identifier. Y avait-il vraiment quelqu'un? Ou alors était-ce peut-être quelque chose d'autre? Certains pensent à du paranormal. Personne ne sait le dire réellement. De par le diagnostic bipolaire et dépressif d'Elisa Lam, on sait qu'elle prenait des médicaments. Peut-être donc qu'elle a eu une hallucination suite à la consommation de ces médicaments. Néanmoins, l'analyse du corps de la jeune femme a montré qu'il n'y avait aucune overdose, aucun signe de produits qui pourraient être à l'origine d'hallucinations. On pense également que la jeune femme a été assassinée, puis jetée dans le château d'eau pour masquer toute trace du meurtre, mais généralement un assassinat laisse des traumas sur le corps, c'est quelque chose qui se remarque, et le médecin légiste n'a pas remarqué de trauma sur le corps d'Elisa Lam après l'avoir analysé, ce qui développe la théorie qui indique qu'Elisa Lam se serait noyée elle-même dans le château d'eau. Cette théorie est assez controversée parce que le couvercle du château d'eau faisait environ 10 kg. Donc cela voudrait dire qu'Elisa Lam aurait soulevé ce couvercle de 10 kg, serait allée dans l'eau et l'aurait refermé ensuite une fois dans l'eau. Chose qui aurait été très complexe à réaliser. Cette affaire reste donc encore aujourd'hui un mystère. Certains pensent que la résolution de cette affaire ne peut pas se faire via les faits, les choses concrètes, mais plutôt si on se plonge plutôt dans l'abstrait, dans le paranormal. Effectivement, il se trouve que le Cecil Hotel est un hôtel avec une histoire assez macabre. Effectivement, il semblerait que une victime dont on a parlé un peu plus tôt, Elizabeth Short, aurait vécu dans le Cecil Hotel juste avant d'être retrouvée sur le terrain vague découpé en deux. Il y a un autre crime, celui de Goldie Osgood, qui est non résolu, mais où on sait que la victime s'est vue abusée et assassinée dans une des chambres du Cecil Hotel. Il y a également deux tueurs en série, Jack Unterweger et Richard Ramirez, qui résidaient tous les deux dans le Cecil Hotel alors qu'ils réalisaient leurs crimes. Il y a également beaucoup de personnes qui se sont donné la mort en ces lieux. Donc certains pensent que peut-être Elisa Lam aurait aperçu un fantôme, ce qui l'aurait rendue totalement folle, ou alors que son assassinat ne serait pas l'œuvre d'un être fait de chair et de sang, mais pourquoi pas celui du fantôme d'un tueur ayant résidé dans l'hôtel. Cette affaire apporte des questions dont nous aurons probablement jamais les réponses, mais qui regorgent de théories plausibles ou alors très folles.
En juin 2014, Maria et Derek Brodus ainsi que leurs 3 enfants se préparent pour emménager dans leur nouveau logement, une maison qu'ils affirment être la maison de leurs rêves. Située au 657 boulevard à Westfield dans le New Jersey, cette maison de 6 chambres est vraiment leur maison idéale. Ils ont hâte d'y emménager. Cette maison se trouve à quelques mètres de la maison d'enfance de Maria, la mère de famille, et la ville de Westfield est considérée comme une des villes les plus sûres des États-Unis. Néanmoins, avant l'emménagement de la famille dans leur nouvelle maison de rêve, une lettre est envoyée et déposée dans leur nouvelle boîte aux lettres alors qu'ils n'y ont pas encore mis les pieds. Cette lettre s'adresse directement au nouveau propriétaire de la maison. La lettre n'a pas été écrite à la main, elle a été dactylographiée, c'est-à-dire qu'on a utilisé soit une machine à écrire, soit un ordinateur et qu'on a imprimé la lettre. L'écriture était assez grossière, très peu esthétique. La lettre disait la chose suivante. Chers nouveaux voisins au 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Le 657 boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure ? Vous devez savoir que cette maison est le sujet de ma famille depuis des décennies. Et à l'approche de son 110e anniversaire, j'ai été chargé de surveiller et d'attendre que cette heure vienne. Mon grand-père surveillait la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillée dans les années 1960. C'est maintenant mon tour. Qui suis-je ? Il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent chaque jour devant la maison. Peut-être que je suis dans l'une d'entre elles. Regardez toutes les fenêtres qui donnent sur votre maison. Peut-être que je suis à l'une d'entre elles. Regardez toutes les personnes qui se promènent devant la maison. Peut-être que je suis l'une d'entre elles. On pourrait penser que c'est simplement une lettre pour faire peur. Peut-être quelqu'un de jaloux qui avait des vues sur la maison. Mais c'est la suite de la lettre qui devient assez problématique parce qu'elle fait état de choses assez précises concernant la famille Brodus. Vous avez des enfants, je les ai vus. Jusqu'à présent, j'en ai compté 3. C'est parfait pour moi. Votre ancienne maison était-elle trop petite pour votre famille qui grandit ? Vous avez peut-être d'autres projets d'enfants. Ou alors vous aviez envie d'amener vos enfants jusqu'à moi. Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et je les attirerai à moi. C'est ainsi que s'achève cette lettre avec la signature de quelqu'un indiquant son identité, le gardien, en anglais The Watcher. Évidemment, une fois que la famille a emménagé dans la maison et qu'ils ont vu cette lettre, ils étaient assez inquiets. Ils ont contacté les anciens propriétaires pour savoir s'ils avaient connaissance de quelque chose. John et Andrea Woods disent à la famille que, au cours des 23 années qu'ils ont passées dans la maison, ils n'ont jamais reçu une telle lettre, sauf quelques jours avant que eux ne quittent la maison. Ils ont jeté la lettre, pensant que c'était simplement une blague, parce que eux, ils se sont toujours sentis plutôt en sécurité dans la maison, d'ailleurs tellement en sécurité que parfois ils ne verrouillaient même pas les portes le soir. La famille Brodus, inquiète, est donc allée voir la police avec la fameuse lettre venant du gardien. La police a entendu ce qu'avait la famille à dire et ils ont demandé à celle-ci de ne parler à personne de cette lettre parce que tous les voisins dans le quartier étaient maintenant des suspects. 2 semaines après la découverte de la lettre, bien que la famille n'avait toujours pas emménagé, une deuxième lettre a été envoyée. Cette fois-ci, sur la lettre, il y avait des détails beaucoup plus inquiétants. Il y avait l'ordre de naissance des différents enfants, également les surnoms que les parents leur donnaient, et s'ajoute à cela des questions sur comment les parents comptent aménager la maison, c'est-à-dire que le gardien demande si les parents comptent faire dormir les enfants dans le grenier, qui va dormir dans telle chambre, qui va dormir au 2e étage, et ce fameux gardien explique qu'il pose ces questions pour pouvoir mieux s'organiser. Finalement, la famille, prenant peur à cause de ces différentes lettres, décide de ne pas emménager dans la maison qu'ils ont achetée. Ils décident de suspendre ce projet et ils ont reçu une 3e lettre. Une lettre très simple, avec très peu de mots, qui demande simplement où ils sont passés parce qu'ils vont manquer à la maison. Cette affaire a eu un grave impact sur la psychologie de la famille Brodus, parce qu'ils ne savaient pas qui était ce fameux gardien qui les surveillait. L'enquête de la police ne donnait rien parce qu'aucune empreinte n'était laissée sur la lettre. Une garde avait été placée dans la maison mais rien n'a été trouvé, donc l'identité du gardien qui faisait pression sur la famille Brodus est restée inconnue et l'est encore aujourd'hui. En 1976, les habitants de Circleville, dans l'Ohio, ont reçu des lettres très étranges. On sait que ces lettres étaient envoyées de la ville de Columbus, dans l'Ohio également, mais il n'y avait pas d'adresse retour sur celle-ci, permettant d'identifier qui en était l'auteur. Ces lettres étaient
des lettres très accusatrices. Ils accusaient la personne qui conduisait le bus scolaire de la ville, Marie Lepsy, d'avoir une relation extra-conjugale avec le surintendant de l'école. Et une de ces lettres a été adressée à Ron, le mari de Marie, le menaçant de mort si jamais elle ne mettait pas fin à cette relation extra-conjugale. En 1977, Ron est décédé dans un accident de voiture. Un accident très étrange car il a impliqué des coups de feu. Le shérif qui a enquêté sur cet accident a déclaré que ce n'était qu'un accident. Et c'est après ce jugement que d'autres habitants de Circleville ont reçu des lettres disant que le shérif cherchait à cacher quelque chose. Quelqu'un a été reconnu coupable d'être l'auteur de ces lettres plus tard. Le mari de la sœur de Ron, Paul Fresher, qui a essayé d'assassiner Marie à l'aide d'un pistolet piégé. Paul a été arrêté et jeté derrière les barreaux, mais même une fois que le supposé auteur des lettres était mis hors d'état de nuire, les lettres ont continué à circuler dans la ville. Ironie du sort, même Paul, qu'on supposait être l'auteur, on a reçu une à son intention. C'est en 1994 que Paul a été libéré et sorti de prison, il a toujours clamé son innocence vis-à-vis ces fameuses lettres. Mais ce que vous vous demandez, c'est qu'est-ce que pouvaient contenir ces lettres? Ce qu'elles contenaient, c'était des informations concernant ce qu'il se passait dans le milieu privé de chacun des habitants, comme s'ils étaient surveillés. Par exemple, quelqu'un qui était violent envers sa femme allait recevoir une lettre directement dans sa boîte aux lettres, l'accusant d'effectuer des violences domestiques. Ceux qui étaient infidèles étaient accusés d'infidélité, comme si quelqu'un savait tout ce qu'il se passait dans la ville, même derrière les portes des maisons des personnes qui y vivaient. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qui pouvait être écrit sur ces lettres, en voici un exemple. Voici le contenu d'une des lettres adressée à Marie, celle qui conduisait le bus et qui avait une relation extra-conjugale. Madame, c'est votre dernière chance de vous confesser. Je sais que vous êtes une chienne et je vais le prouver. Je vais réduire votre réputation dans tout l'Ohio. Vous êtes une ordure qui traîne autour des maris d'autres femmes, derrière leur dos. Vous êtes responsable de l'effondrement de familles et vous faites souffrir des mariages. Une lettre par exemple envoyée maintenant à Ron, le mari de Marie, celle qui a reçu la lettre précédente, disait clairement « Vous devriez les surprendre ensemble et les tuer tous les deux. » Radical. Vous l'avez compris, c'était des lettres très malsaines et l'auteur de ces lettres ou l'autrice était quelqu'un qui visiblement était tout aussi malsain. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui en est le ou la responsable. Et voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ces histoires mystérieuses. L'espace commentaire est là pour débattre de diverses théories que vous pouvez avoir concernant une ou une autre des affaires que j'ai présentées ici. Évidemment, il y a des affaires qui sont plus longues que d'autres parce qu'il y en a, on a beaucoup de faits, notamment tout ce qui est enquête policière où là, il y a une enquête de la police pour savoir qui est par exemple un meurtrier. Donc on va avoir un peu plus de détails, c'est normal, alors que sur l'affaire des lettres par exemple, la dernière que j'ai évoquée, là on a beaucoup moins de détails. Donc on va dire qu'on va avoir beaucoup plus d'espace à l'imagination concernant ce qui se passe dans les différentes affaires. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée parmi les 5 que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour me faire part d'un témoignage flippant concernant une expérience qui vous est arrivée, ou alors si vous avez une histoire mystérieuse que vous voudriez que je traite dans une vidéo, c'était avec plaisir que j'irai voir ça. Vous pouvez également me suivre simplement si vous voulez suivre mon aventure YouTube hors caméra. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir pour moi de partager tout cela avec vous. Prenez soin de vous, c'était Aken, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!